Le jeu de pouvoir et de coercition de Trump au nom d'Israël est dépassé. Il a perdu l'initiative stratégique dans le Golfe Persique. Et c'est là où nous en sommes. Maintenant, laissez-moi souligner quelque chose qu'on n'entend pas assez souvent. Vous savez, la puissance militaire, quelle qu'elle soit, russe, américaine, chinoise, iranienne ou allemande, ça ne change rien. Ce n'est pas une idée abstraite. Il n'existe pas de modèle unique qui fonctionne partout. L'usage de la force militaire a toujours un grand potentiel, mais aussi des limites. On ne peut pas la comprendre en dehors de ce cadre. Le but, la méthode et le résultat final. Le président Trump ne s'est jamais senti contraint par ce cadre, et il a donc choisi de s'appuyer fortement sur une forme de puissance militaire qui était la mauvaise réponse, au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous avons été organisés, formés et équipés, et vous le savez par votre propre expérience, pour mener une campagne courte et décisive. Les planificateurs militaires iraniens, eux, partaient du principe que tout conflit contre nous serait long, épuisant et fondé sur l'usure. La puissance défensive de l'Iran a donc été conçue, dès le départ, pour tirer parti de l'impact technologique de la surveillance permanente. Un facteur que nous n'avons manifestement pas su apprécier, combiné à des milliers de systèmes d'attaque à distance, de missiles et de drones. Et ils ont su exploiter leur position géographique redoutable. Comme on l'a déjà évoqué, l'Iran, c'est en quelque sorte une immense forteresse entourée de montagnes, bordée au sud par des déserts infranchissables. Si on met tout ça bout à bout, peu importe ce que dit le général Keane ou qui que ce soit d'autre, nous n'avons pas un outil. Nous ne sommes pas organisés pour ça, pas sommes pas rape. Nous ne sommes pas prêts pour ça. Nous sommes prêts à rejouer la Seconde Guerre mondiale, quelque part sous une autre forme, avec de nouvelles armes. Mais nous ne sommes pas prêts à affronter un État de la taille de l'Europe de l'Ouest, avec 93 millions d'habitants, installés dans une sorte de forteresse géographique. Et là, on revient à mon point sur le bluff psychologique. Le bluff peut vous mener très loin. L'histoire nous l'a montré. Et le président Trump est un maître du bluff. C'est ce qu'il faisait dans les affaires. Il a aussi fait faillite plusieurs fois avant de s'en remettre, évidemment. Mais le fait est qu'il a souvent réussi à bluffer et à s'en sortir. Sauf que là, c'est pas du business. Ce n'est pas l'art de la négociation. C'est tout autre chose. C'est une confrontation stratégique entre Israël, les États-Unis et l'Iran, et de plus en plus, une grande partie du monde. Et à cela, il ne prête pas attention. Tu sais, Doug, j'aimerais qu'on creuse un peu ce sujet, parce que je pense que c'est peut-être bien plus profond que ce que les gens imaginent. Quand on parle du type de guerre pour lequel on est conçu, une guerre rapide, tranchante, puissante, qui se termine vite, et ensuite on se retire. Eh bien, je crois qu'on en voit aujourd'hui les limites. Et ces limites ne sont pas encore très visibles pour ceux qui ne regardent pas au-delà des mots qu'on entend. Laisse-moi expliquer. Dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ils mènent une guerre existentielle, vraiment, du point de vue des deux camps, d'une manière ou d'une autre. Et ils partent de l'idée qu'ils sont engagés dans un combat existentiel de longue durée, une guerre d'usure. Alors aujourd'hui, les deux camps ont la capacité industrielle de produire en masse tout type d'armes, que ce soit des drones, des missiles ou tout ce qui va avec, et ils peuvent tenir ce rythme pendant des années. Même l'Ukraine, malgré tous ses problèmes, arrive à fabriquer son propre matériel et peut prolonger le conflit très longtemps. De notre côté, en revanche, on n'a presque plus de capacité industrielle. C'est un peu comme un gorille posé sur une brindille. Si on ne peut pas soutenir un combat sur la durée, peu importe le nombre de chars, d'avions ou de porte-avions qu'on possède, si on n'a pas les munitions pour les faire fonctionner. Et on a vraiment l'impression que notre système est conçu de telle façon qu'on échouerait forcément si on devait mener une guerre prolongée, où que ce soit. C'est à peu près ça, non? Bien sûr.
Et c'est quelque chose qu'Eisenhower avait compris après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis n'ont vraiment combattu que pendant environ 3 ans, alors que tous les autres y étaient engagés depuis au moins 5 ans, souvent plus. Il avait compris que la population américaine ne supporterait pas les désagréments d'une guerre très longue, interminable. Elle ne pouvait pas faire face à l'usure. Nous ne pouvions pas encaisser de lourdes pertes, des choses d'ailleurs que les Israéliens découvrent aujourd'hui dans leur propre société. Et je pense que les gens n'ont pas tiré les bonnes leçons pour l'avenir après le départ d'Eisenhower. Lui, il s'est toujours inquiété des limites de la puissance américaine. Jusqu'où peut-on aller et pas au-delà? Et c'est ce qui l'a amené à conclure qu'il fallait sortir de la guerre de Corée. Nous ne voulions en aucun cas être en guerre avec les Chinois. Il a donc trouvé une solution. Ce n'était pas parfait, mais ça a fonctionné. Et ça fonctionne encore depuis des décennies. C'est un autre sujet, bien sûr. Mais le point, c'est que le modèle d'usure dont vous parlez, nous ne pouvons pas le supporter. Et d'ailleurs, les Iraniens ont bâti toute leur force sur l'idée qu'ils mèneraient une guerre d'usure. Maintenant, vous avez mentionné l'Ukraine. Je pense qu'il faut être prudent. L'Ukraine n'a quasiment pas de capacité industrielle. Ce dans quoi ils excellent, c'est la fabrication de ces drones de première personne, ces drones FPV. Mais les drones plus gros qu'ils ont envoyés sur le territoire russe, et tout ce qui s'ensuit, ne pourraient pas exister sans l'aide britannique et allemande. Je dirais même polonaise, mais surtout britannique et allemande, avec un petit peu de soutien français pour certains composants de missiles. Mais plus important encore que ces systèmes sans pilote, ce sont les composants que les Ukrainiens ne peuvent pas produire eux-mêmes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les Russes sont, à juste titre selon eux, en colère contre nous. Parce que nous avons permis à ce cadavre qu'est l'Ukraine de rester sous perfusion pendant très très longtemps. Et ça n'aurait jamais dû être autorisé. Je pense que ce qu'on va voir cette année, c'est que tout ça va se terminer. Je serais très surpris qu'on en parle encore l'an prochain. Je crois que les Russes ont compris qu'il est temps d'en finir. Ça va être moche, mais ils doivent le faire. Oui, on verra s'ils vont vraiment aller jusqu'au bout. Mais revenons à ce point-là. Si on regarde où on est assis, disons, sur une base qui ne peut plus supporter le poids très longtemps. Et on va justement parler de ce que ça veut dire, de pourquoi les pressions extérieures pèsent sur Trump. Mais pour l'instant, on a l'impression qu'il ne comprend pas. Parce que voilà ce qu'il a dit aujourd'hui. C'est le président des États-Unis à propos de l'Iran. On n'a pas besoin de se précipiter. On a un blocus, ce qui les empêche d'avoir de l'argent. C'est très simple. On ne peut pas les laisser avoir une arme nucléaire, parce qu'ils s'en serviraient. Mais regardons un peu certains éléments. Je sais que vous en avez déjà vu une partie. C'est une déclaration du Dr. Chris Martenson, aujourd'hui, qui dit « Regardez, les stocks d'essence aux États-Unis sont à leur plus bas niveau depuis 10 ans et ils continuent de baisser rapidement parce qu'on maintient artificiellement les prix du pétrole américain à un niveau bas tout en l'exportant partout dans le monde. À moins qu'on laisse les prix augmenter pour freiner la demande, on pourrait bientôt toucher le fond des réserves. Qu'est-ce que vous pensez de ce problème de l'essence? Eh bien, j'ai écouté plusieurs analystes qui connaissent ce sujet bien mieux que moi. Vous savez, Luke Gromen fait du bon travail sur ce genre de questions, Grant Lager aussi d'ailleurs. Et si on écoute Ray Dalio, ses prévisions sont tout aussi précises. Je pense qu'on va probablement atteindre le fond du réservoir de pétrole vers la fin juillet, début août. Et ça, c'est vraiment mauvais. Donc je trouve que l'argument de Martenson est tout à fait juste. Le problème, c'est qu'on voit aussi l'inflation repartir à la hausse. Elle était à 3,8% en avril.
Si on regarde cette hausse spectaculaire de l'inflation et qu'on la combine avec le coût de l'énergie, je ne pense pas que Donald Trump et son administration vont réussir à rester au pouvoir. Vous savez, si on regarde l'histoire, je dirais que la probabilité que des gouvernements basculent de façon spectaculaire en Occident comme en Asie est probablement de 80 à 90%. Je pense qu'on va voir tomber 50, 60, peut-être 70 gouvernements. À mon avis, on va bientôt dire au revoir à M. Scholz en Allemagne. Je sais que Starmer va disparaître de la scène à Londres. Et je pense que Modi est en difficulté en Inde. L'Inde a toujours eu un problème d'énergie. Ils n'ont jamais réussi à construire un réseau électrique efficace. Ça leur a causé des dégâts terribles dont ils ne se remettront pas. Donc le problème du carburant, des réserves alimentaires, de la nourriture et des engrais, tout ça va nous hanter encore longtemps. Je pense qu'on va sortir de cette situation un peu comme on l'a fait après la crise énergétique des années 70. À l'époque, on avait créé la réserve stratégique de pétrole. Je crois qu'on va voir davantage de ce genre d'initiatives. C'est un sujet dont je parle souvent, que ce soit devant de grands publics, ici ou à l'étranger. Je parle de souveraineté des ressources. L'idée que si un pays veut être vraiment souverain et indépendant, il doit disposer de réserves de tout, de l'or, de l'uranium, des terres rares, du pétrole, de l'énergie, bref, de tout. Et si on n'est pas prêt à affronter le pire scénario, capable de tenir un certain temps sans soutien extérieur, alors on a peu de chances de s'en sortir au XXIe siècle. Je pense qu'on va aller de plus en plus dans cette direction, pas l'inverse. Et vous savez, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Vous avez mentionné tout à l'heure Jack Keane, qui lui comprend la réalité. Il dit ça, j'imagine, parce que c'est son boulot, son salaire. Je ne sais pas combien d'autres sont dans le même cas, si Bolton et Mike Pompeo en sont conscients aussi. Peut-être qu'ils suivent simplement cette ligne, parce que, je ne sais pas, ils sont payés pour ça. J'ai deux questions à ce sujet. D'abord, pensez-vous ou supposez-vous qu'ils puissent dire ce genre de choses en sachant très bien que ça ne marchera pas? Et ensuite, comment font-ils pour gérer la situation quand justement ça ne marche pas? Parce que si vous défendez l'idée que le gouvernement américain suive une voie dont vous savez qu'elle ne peut pas fonctionner, ça veut dire on va droit dans le mur. Et avec tous les indicateurs économiques qu'on a en ce moment, c'est presque certain que c'est ce qui va se passer. Alors, pourquoi ferait-il une telle déclaration, alors que ça risque de détruire leur réputation par la suite? Bon, revenons à la question des récompenses financières. John Bolton a reçu, il y a quelques années, le prix du défenseur d'Israël. Ce prix est décerné à la personne qui a fait le plus pour promouvoir, soutenir et étendre le pouvoir israélien, et sans doute aussi le pouvoir juif aussi loin que possible. Il a reçu ce prix. Et en quoi consistait-il? En un chèque d'1 million de dollars. Ted Cruz, le sénateur, vient lui aussi de recevoir le prix du défenseur d'Israël, accompagné d'un chèque d'1 million de dollars. Alors, si vous vous demandez pourquoi certaines personnes adoptent des positions aussi extrêmes, vraiment insensées et irrationnelles, je pense que vous avez déjà la réponse. Elles vont là où est l'argent. C'est un peu comme Willie Sutton. Pourquoi il braquait des banques? Parce que c'est là qu'il y a l'argent. Je pense que ça fait partie de la réponse. Maintenant, pour le reste, qu'est-ce qu'on fait quand on a échoué? On ne l'admet pas. On essaie de détourner l'attention. Et c'est exactement là où on en est aujourd'hui. Si vous allez à Washington, dans les couloirs du pouvoir en ce moment, les responsables politiques et les hauts fonctionnaires expliquent que le président Trump a été mal conseillé par ses amis israéliens. Ils disent que s'il avait davantage écouté ses conseillers américains, c'est comme ça qu'ils présentent les choses auraient pu se passer autrement.
C'est faux. then things might have turned out differently. That's not true. There's a huge mountain of evidence right now that En ce moment, il y a une montagne de preuves qui montrent que, tout comme le président Lyndon Johnson, Trump et son entourage proche, y compris le vice-président Pence, ont été des moteurs de l'action militaire et de l'escalade. Trump semble avoir rejeté les conseils de ceux en uniforme ou non qui s'y opposaient. Bien sûr, on ne sait pas vraiment qui c'était, parce qu'on n'est même pas sûr que quelqu'un qui s'opposait fermement à cette idée absurde ait jamais été autorisé à entrer dans le bureau ovale. Mais je pense qu'on commence à voir les choses se fissurer, à se désagréger. Vous savez, il y a Benjamin Netanyahou. Lui, il veut que cette guerre continue jusqu'à ce qu'il décide qu'elle est terminée. Il a déclaré ce matin que ce n'était pas fini et qu'il fallait poursuivre. Eh bien, pour lui, il n'y a pas d'alternative. S'il disait « bon, on a essayé, ça n'a pas marché », ce serait impossible à admettre. On en a assez. Alors qu'est-ce qui arrive à Netanyahou? Il s'en va, et vite. Ensuite, il y a autre chose. Cette réticence à reconnaître que le Congrès comme la Maison-Blanche ont été les serviteurs obéissants du Grand Israël. Ils se sont lancés là-dedans sur la base de garanties données par les Israéliens, selon lesquelles non seulement cela nous serait bénéfique et profiterait surtout aux politiciens de Washington de toutes sortes de manières importantes, notamment sur le plan financier, mais que cela garantirait aussi qu'Israël reste la puissance dominante, exerçant son hégémonie militaire sur toute la région. Personne ne veut admettre ça, parce que s'ils l'admettent, ils reconnaissent qu'ils ont été transformés en fait en marionnettes. Et ça, personne ne veut le dire. Alors on en arrive à la dernière partie. Voilà le président Trump qui se ressaisit avec Besson pour partir en Chine. Et je pense qu'il croit vraiment qu'il va aller là-bas pour délivrer un message ferme, dur aux Chinois. Le problème, c'est que la Chine est aujourd'hui dans une position très solide pour traverser toutes ces crises. Ils ont d'énormes réserves stratégiques de pétrole. Ils disposent aussi de plusieurs formes et sources d'énergie qui vont les aider à tenir. Ils ont du charbon, qui peuvent même liquéfier pour en faire du pétrole ou du gaz, mais ils ont déjà beaucoup de centrales à charbon. Ils ont le nucléaire, et bien sûr, ils ont aussi des alternatives aux énergies carbonées classiques. Bref, la Chine ne souffre pas. La Chine n'est pas en crise financière, le pays n'est pas sur le point de s'effondrer. Tout ça, c'est n'importe quoi. L'économie chinoise est solide. Sa population, sa société sont cohérentes et unies. Alors vous savez, la guerre insensée que mène Washington au nom d'Israël a simplement bouleversé les flux d'énergie dans le monde entier et porté un sérieux coup aux intérêts stratégiques américains. Il devrait aller là-bas pour un dialogue sérieux et franc avec les Chinois et être honnête en disant « je dois sortir de cette situation ». C'est clairement une erreur. Il faut qu'on trouve une autre voie. Les Chinois pourraient réagir positivement à ça. Mais je ne pense pas que ça va se produire. À mon avis, il va y aller en essayant d'imposer ses vues aux Chinois. Et ça ne marchera pas. Oui, et je vais y venir dans un instant, parce que c'est vraiment important, surtout qu'il doit justement s'y rendre aujourd'hui. Mais je veux d'abord rester sur la situation actuelle. Vous parlez de la situation politique, pas seulement des Jack Keane, des Bolton et de tous les commentateurs, mais aussi des membres du Congrès et des hauts responsables du gouvernement. Il y a un autre élément en jeu ici, qui consiste à cacher certaines informations au public américain, y compris dans l'industrie pétrolière elle-même. Chris Martenson, entre autres, vient de présenter des données, des graphiques, qui montrent clairement qu'on est dans une situation très difficile. Les stocks, ou presque tous les stocks, sont en train de baisser. La réserve stratégique de pétrole, les stocks d'essence, enfin, tout ce dont vous voulez parler. Et puis on arrive à ça. C'est un document de JP Morgan, daté d'aujourd'hui. Il dit « L'une des hypothèses centrales de notre modèle
c'est que le rythme accéléré de la baisse des stocks de pétrole finira par forcer la réouverture du détroit d'Ormuz, d'une manière ou d'une autre. Notre scénario de base prévoit une réouverture du détroit en juin, avec comme point de référence le 1er juin, pour simplifier. Le 1er juin, c'est dans à peine 2 semaines, un peu moins de 3, après une annonce claire et crédible, ratifiée et confirmée par les deux parties. Par exemple, une déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je veux dire, il n'y a absolument aucune preuve que quelque chose comme ça soit sur le point d'arriver. Et pourtant, ils fondent leur scénario de base sur ce qu'ils pensent que le marché du pétrole va faire. Du coup, on a le pétrole. Je crois qu'il est à peine au-dessus des $100 en ce moment, $101 à peu près. D'après la plupart des experts que je vois, c'est bien en dessous du niveau qui reflèterait vraiment les fondamentaux et la situation énergétique dans le monde. Alors, pourquoi, à ton avis, on entend ce genre de commentaires optimistes de la part de JP Morgan? Wall Street hasn't figured it out. Wall Street n'a toujours pas compris. Wall Street, à de très rares exceptions près, vit dans le même genre de bulle délirante que Trump. Ils regardent la bourse. Trump regarde la bourse. Leur obsession, c'est de maintenir le marché à la hausse, de faire grimper les prix, parce que c'est là que tous ces gens ont fait leur fortune. Je pense qu'on a déjà eu des discussions sur les différents types de capitalistes. Il y a les capitalistes financiers. Ce sont ceux qui profitent des frais de transaction, qui remplissent leurs comptes en banque. C'est en général ce qu'on trouve à New York. Et puis, il y a très peu de capitalistes de production. Ce sont ceux qui construisent des choses. Ils bâtissent des usines qui, à leur tour, fabriquent quelque chose, que ce soit des fusées, des voitures ou des microprocesseurs, peu importe. Nous avons très peu de capitalistes de production aux États-Unis. Trump n'en est pas un. Ce n'est pas quelqu'un qui a dirigé des chaînes de montage, qui a passé du temps sur ces chaînes pour voir ce qui s'y passe et ce qu'il faut y faire. C'est quelqu'un qui a fait tout son argent grâce à la financiarisation de notre économie. Ces gens-là ne sont pas en contact avec la réalité. J'ai parlé récemment au téléphone avec l'un d'eux, quelqu'un qui est vraiment au cœur de tout ça. Il m'a dit « Doug, tu ne comprends pas, ici à Wall Street, tout le monde pense que la marine américaine et les marines vont foncer dans le golfe Persique, le prendre et en gros imposer leurs conditions à tout le monde. » Et je lui ai répondu « Tu plaisantes ?» Il m'a dit « Non, c'est vraiment ce qu'ils pensent. » Et dans une large mesure, je crois que c'est ça qui a mis le président Trump dans une situation difficile. Il revient toujours à cette vision de la Seconde Guerre mondiale, à cette idée d'autres époques et d'autres lieux où nous avons su utiliser notre puissance militaire avec succès. Je ne pense pas qu'il comprenne à quel point le monde a changé, à quel point l'économie a changé. Et je ne crois pas non plus qu'il saisisse à quel point la puissance militaire elle-même a profondément évolué. Pour lui, la révolution militaire, c'est un missile guidé avec précision. Mais, comme vous et moi le savons, c'est bien plus que ça. C'est pour ça qu'on se retrouve avec la mauvaise force, au mauvais endroit, au mauvais moment, pour la mauvaise mission. Et sans surprise, ça ne se passe pas bien. Ils ne sont tout simplement pas organisés pour faire face à cette nouvelle révolution stratégique dans le domaine militaire. Ils ne sont pas prêts pour ça. Comme on en a parlé tout à l'heure, il y a le modèle de la guerre courte et celui de l'usure. À ce stade, je pense que le problème, c'est une ignorance flagrante, combinée à une foi injustifiée dans l'idée que d'une manière ou d'une autre, l'armée va gagner cette guerre. Mais le fait qu'elle ne la gagne pas n'a pas grand-chose à voir avec elle. Ce n'est pas sa faute. Vous savez, on peut construire la meilleure armée du monde. Si on l'envoie dans une situation pour laquelle elle n'a pas été conçue, elle échouera. C'est ce qui nous est arrivé au Vietnam. C'est ce qui est arrivé aux forces armées allemandes,
qui n'avait jamais été pensé pour mener une guerre longue sur un front de plus de 1000 kilomètres en Russie. Jamais. Donc quand on fait ça, on échoue. Mais là, ça dépasse Donald Trump. Je ne vois aucun signe qu'il en ait conscience, et certainement pas les gens de Wall Street non plus.